bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros sur BSC Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler des émoluments des députés, salaires invisibles, 21 000 $, jusqu'au là, bref. On ne connaît pas vraiment la réalité sur le salaire d'un député en RDC. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur nos réseaux sociaux avec les mêmes noms, BSC Télévision. Nous sommes sur Facebook et puis YouTube. Alors aujourd'hui, pour parler des émoluments des députés nationaux de la RDC, je reçois sur ce plateau M. Alain Bolodjoa. Il est président national du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons, et puis coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition en RDC. Bonjour M. Bolodjoa. Bonjour madame. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Les BAT, qu'est-ce que ça signifie? Les BAT, c'est juste une abréviation de Lèvons-nous et Bâtissons, comme vous l'avez dit. Et nous sommes inspirés du livre de Néhémie, chapitre 2, verset 18. C'était un jeune qui a voulu reconstruire sa ville natale. Et il s'est décidé, comme ça, à prendre à bras le corps la question et à mobiliser son peuple justement pour y arriver. Et fort malheureusement, il y avait des Sambala, le Tobija, ils étaient nombreux, des gens qui pensaient que c'était déjà cuit, il n'y avait plus rien à faire. Et pourtant, lui, il avait une grande vision. Et c'est ça, les BAT. Nous sommes, bon, j'étais jeune, on considérait que nous étions une génération sacrifiée. On nous a montré une vision eschatologique, que le pays était condamné à la perdition. Il n'y avait pas d'espoir, on ne pouvait pas espérer sur le développement. Et nous disons, nous prenons l'engagement de mettre le pays dans l'orbite du développement. Voilà pourquoi nous avons créé les BAT, justement pour réitérer notre engagement à mettre le pays dans l'orbite du développement, mais aussi à faire ce que notre peuple puisse sortir de sa pauvreté déshumanisante. Vous êtes dans combien de provinces? Bon, comme c'est un parti en gestation, nous considérons plus les enregistrements virtuels, parce que nous avons créé un site web par lequel nos membres arrivent à adhérer massivement. Je dirais nous sommes dans toutes les provinces et plus dans la diaspora, justement parce que nous utilisons le canal tel que vous nous offrez aujourd'hui l'opportunité. Et voilà, il y a des gens qui adhèrent. Nous avons pu envoyer également le fiche d'engagement, justement pour que ceux qui ont la volonté arrivent à cristalliser cette volonté en signant nos fiches d'engagement. Et donc aujourd'hui, je peux prétendre nous pouvons prétendre avoir des représentants ou sinon le membre dans toutes les provinces. Alors c'est gratuit pour adhérer, l'adhésion? Bien évidemment, c'est juste être congolais et puis manifester la volonté d'amener les changements, n'est pas se laisser emballer par les émotions et avoir un casier judiciaire vierge. Ouais. Alors, la sortie médiatique de Martin Fayulu sur le 21 000 $ comme émolument de députés nationaux, qu'en dites-vous? Bon, je suis par moments surpris de voir la manière dont les questions d'État sont abordées. Mais ce qui est vrai, il faut reconnaître que c'était un courage exceptionnel, justement parce qu'il vient de mettre à nu un réseau mafieux qui s'est installé dans notre pays. En réalité, la question du salaire n'est pas un tabou, surtout lorsque ça émarge dans le budget de l'État. Vous êtes agent public de l'État, vous êtes fonctionnaire, et bien naturellement, lorsqu'on fait des calculs de vos émoluments ou de votre salaire ou de votre rémunération, ça doit apparaître dans le budget. Et cela est une exigence de la transparence dans la gestion. Il faut que nous sachions, ceux qui prétendent nous servir gagnent combien. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui reste et demeure le patron. C'est mamans maraîchères, ces vendeuses, tous ces coopérants, comme on les appelle chez nous, qui sont le contribuable
Qui paye en réalité les députés? Sauf peut-être s'ils ont créé une autre source de financement, mais nous savons qu'il n'y a que le peuple et l'exploitation de nos ressources qui permettent à ce que nous ayons la fonctionnalité de ces institutions. Ce qui sous-entend que ça ne pouvait pas être une question tabou. Le camarade ou le président Martin Fayulu n'a fait que reprendre ce qui est connu du grand public. Très souvent, le peuple ne s'y intéresse pas. Nous savons que les députés touchent entre 21 000 et 24 000, ça dépend de leur position au niveau du Parlement. Et la particularité, c'est justement parce qu'il a donné une précision que le peuple n'avait pas. Parce qu'au départ, je sais que les députés sont gracieusement payés, ils ont beaucoup d'avantages, contrairement au reste des Congolais. Et je dirais même plus, il n'y a pas que les députés, il y a aussi les sénateurs, il y a le membre du gouvernement. Et ce qui est plus décevant et désolant, il y a plus M. Félix Tshisekedi parce que les gens n'ont pas le courage d'en parler. Et lorsque nous faisons un écart, nous calculons l'écart ou les disparités qu'il y a en termes de traitement, eh bien on se rend compte que le député, les membres du gouvernement, le membre à la présidence, ont un grand écart avec les secrétaires généraux de l'administration publique. Et lorsque vous comparez avec les derniers des salariés au Congo, vous vous rendez compte que le dernier des salariés au Congo touche 106 000 francs, ce qui équivaut pratiquement à 53 $. Ce n'est pas le montant qui a choqué, mais c'est l'écart. Voyez-vous? C'est l'écart, parce que ce n'est pas normal. Des gens qui ont peut-être le même titre académique, qui prestent dans la même administration, on ne peut pas... Ils n'ont pas le même travail. Non, mais il y a des gens qui font un grand travail plus que ces fameux députés. Voyez-vous? En termes de rendement, le Parlement ou les députés ne font pas mieux que le professeur d'université, ne font pas mieux que le médecin, ne font pas mieux que le militaire. Dans la plupart des cas, nous connaissons ces fameux députés qui font quand même des efforts. Mais en termes de rendement, il n'y a pas de rendement. Et donc, les députés, au regard de ce qu'ils peuvent apporter dans la société, n'ont pas le droit de prétendre avoir le droit d'être mieux payés que les autres. Et lorsque vous prenez le débat tel que lancé aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ces gens-là ne sont pas sérieux. Hein, il manque de la personnalité, d'humanisme. Lorsqu'on vous brandit le bulletin de paye, allez voir dans l'administration publique, vous trouvez un secrétaire général qui vous touche moins de 250 $, moins de 400 $. Ça, c'est les salaires de base. Ils peuvent avoir d'autres avantages. Et lorsque vous faites la sommation, c'est ce qui constitue la rémunération. Lorsque vous parlez des salaires, eh bien, vous tronquez déjà l'analyse du simple fait que la rémunération n'est pas constituée que des salaires. Et ici, chez nous, vous pouvez avoir un salaire de 100 $, mais une prime de 1000 $. C'est un pays atypique où vous trouvez des gens qui prestent moins, mais qui gagnent plus. Et donc, moi, je considère pour ma part, au lieu de nous lancer dans des incantations qui ne valent à rien, ils doivent d'abord nous faire la ventilation des dépenses que le Parlement effectue. C'est là où maintenant ils sont en train de voiler la vérité. Tenez, madame, les institutions de la République, dans leur ensemble, sont réparties en deux catégories. Les institutions politiques et les institutions apolitiques. Et vous prenez le président de la République, le gouvernement, le Parlement, sont des institutions politiques. Et de l'autre côté, vous avez les institutions apolitiques, telles que le cours des tribunaux, et nous pouvons aussi citer l'administration publique. Mais la part du lion est détenue par le politique, qui ont un mandat éphémère en réalité, qui ne peuvent pas prétendre servir à temps plein la République, surtout en ce qui concerne le Parlement. Parce que les parlementaires n'ont que 6 mois en termes de travail, et les autres 6 mois, ils appellent ça vacances parlementaires. Ce qui veut dire qu'en réalité, ils devaient être payés par des coupons de présence, des jetons de présence. Ils ne peuvent pas être engagés et être payés à temps plein alors que leur rendement ne suit pas.
Ce qui est surprenant, lorsque vous prenez l'enveloppe qui est prévue pour l'Assemblée nationale, on avoisine 400 000 $ le jour. En termes de fonctionnement, sans compter la rémunération. Mais lorsque vous allez par exemple en Angola, il y a 220 députés. Ici chez nous, nous en avons plus de 500. Ils sont élus par le peuple. Non, mais là aussi c'est un autre débat. Il y a des gens qui ont été cooptés. Il y a de ceux qui ont été kabylokratiquement élus, qui n'ont pas bénéficié du suffrage de la population. C'est justement des arrangements particuliers qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce qui sous-entend, même s'ils étaient élus, ce n'est pas un chèque en blanc pour prendre la part du lion et donner les miettes à la majorité. Donc, moi, je considère qu'ils doivent s'abstenir à nous livrer ces genres de spectacles. J'ai suivi hier votre confrère Jules Boulembi, qui a reçu M. Eliezer Tamboué, qui a confirmé qu'effectivement, le vice-président de l'Assemblée nationale touchait 200 000 $ le mois. Mais à un moment, Denis Sesanga, lui, il a soutenu les propos de Martha Fayulu. Non, mais il est parmi les gens qui perçoivent le 21 000 $ par mois. Non, mais attention, madame. Ici, nous ne parlons pas d'un individu. Oui, nous parlons d'un réseau. Non, mais effectivement, il est député. On ne peut pas reprocher aux députés pris de manière singulière sur le problème qui touche l'institution. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau des options que l'État doit prendre. Voyez-vous, M. Denis Sesanga a confirmé qu'effectivement, lui, tout ce qu'il perçoit en termes d'émoluments, ça touche pratiquement les 21 000. Mais il était parmi les rares Congolais, membres de cette institution, qui fait la honte de la République, à avoir fustigé cela. Il a été relayé par d'autres membres, notamment M. Jean-Marc Kaboun. Il fustige, mais au même moment, ils perçoivent ça. Non, mais effectivement, c'est comme moi, madame. C'est comme moi. Je peux fustiger un fait. Je dis par exemple qu'il y a un problème de desserte en eau potable dans le quartier Télécom, mais chez moi, je reçois de l'eau. Ce n'est pas parce que je reçois de l'eau que vous devez dire non, voilà, vous au moins vous recevez, vous n'avez pas le droit de revendiquer. Vous pouvez être bénéficiaire d'une forfaiture, d'une mauvaise décision, mais au moins vous futigez. Parce qu'ils considèrent que c'était quand même grave de voir l'écart qu'il y a entre un simple député et un professeur d'université ou un enseignant de l'école primaire. Peut-être qu'on ne vous dit pas, il y a des tensions salariales, il y a des zones salariales. Il y a de ceux qui ne sont pas payés, justement parce que l'État n'a pas de moyens, entre guillemets. Il y a de ceux qui sont sous-payés. Dans mon territoire, vous trouvez des gens qui perçoivent 195 000 francs en termes de rémunération. On vous dit ici qu'on leur donnerait 2 millions de $ en termes de fonctionnement. Faux. Ils percevaient 94 000 francs en termes de fonctionnement, mais depuis un temps, ils ne reçoivent rien. J'ai reçu des appels des enseignants ou des directeurs, des gestionnaires des écoles au niveau du territoire d'Inguende. Ils m'ont dit clairement qu'ils ne perçoivent plus rien. Donc nous, qui sommes des notables, nous sommes astreints à pallier à cette réalité. Ce sont là, parce que l'État doit aussi combattre les inégalités. Ce n'est pas le fait que lui perçoit qu'il n'a pas le droit de fustiger. Voilà. Il perçoit le 21 000, mais ce n'est pas se moquer de la population. Attendre 8 mois après pour dénoncer. Madame, bon, je comprends que vous ne faites que relayer ce qui s'est dit, mais moi je pense que ceux qui ont développé ces raisonnements-là, c'est un raisonnement tronqué. Vraiment tronqué, d'autant plus que ceux qui ont fustigé l'ont mis à la place publique justement parce qu'ils considèrent qu'il y a un problème. Si on payait aux députés 21 000 et qu'on rehaussait le niveau de vie des enseignants, personne n'allait fustiger. Ah bon? Personne. Moi, je ne suis pas contre qu'on paye à un député 21 000. Mais je suis contre de voir qu'il y a des gens qui perçoivent 21 000 alors qu'il y a d'autres qui n'ont rien. Vous dites ça peut-être parce que vous avez les ambitions. Un jour, si vous devenez député, vous allez faire la même chose. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Expliquer ça? Non, mais je ne peux pas, madame. C'est simple. Dans notre société, dans la vision que nous avons pour l'État, il faut d'abord réduire les inégalités. Essayez de vous imaginer.
Si un secrétaire général peut percevoir, toucher en termes de salaire 400 $, je pense que le député ne peut mériter que 800. C'est-à-dire qu'on doit fixer la rémunération du cadre politique par rapport au secrétaire général. Il faut que nous ayons les référentiels, la rémunération d'un secrétaire général. Parce que les fonctions politiques sont éphémères, le mandat est limité dans les temps et surtout la responsabilité aussi est limitée dans les temps comparativement à quelqu'un qui fait carrière comme le secrétaire général. Essayez de vous imaginer si on conditionnait l'augmentation de la rémunération des députés par rapport au secrétaire général, eh bien, si le député veut augmenter son salaire, il sera astreint d'augmenter le salaire du secrétaire général. C'est la même situation que vit aujourd'hui M. Kabila. Il a droit à 30% du salaire de M. Félix Tshisekedi. Si on veut baisser le salaire de M. Kabila, il faut d'abord baisser le salaire de M. Félix Tshisekedi. Et le tour est joué. Donc, nous pensons que si tous les Congolais qui travaillent pour le compte de l'État avaient le minimum, même si on a augmenté le salaire de députés ou les émoluments des députés, ça n'allait pas heurter la conscience collective. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un grand écart. Mais prenez ce que les députés perçoivent et comparez-le avec ce que M. Félix Tshisekedi perçoit. Il perçoit 2 millions de dollars le mois. Mais lorsque vous comparez ce que M. Félix Tshisekedi touche le mois, ça représente les salaires des 10 ans d'un président français. Bon, je dirais même plus de 10 ans. Parce que là, RDC. Oui, on est en RDC, un pays pauvre. Parlons de la RDC. Non, mais effectivement, on est en RDC, un pays pauvre. Mais là, nous parlons d'un pays développé qui a un budget de près de 400 milliards de dollars. Aujourd'hui, si vous prenez en termes de réalisation, en termes d'infrastructures, la France n'a pas assez de besoins en termes d'infrastructures. Nous payons à M. Félix Tshisekedi 2 km de route le mois. Ce qui veut dire qu'en une année, il nous coûte 24 km de route. Si vous multipliez, ça nous fait... Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, moi en tant que politique, en tant que scientifique par surcroît, je ne peux pas me faire une fixation sur les députés, mais plutôt sur les inégalités. Parce que là, c'est juste un fait, fort malheureusement factuel, que nous mettons en évidence. Nous devons d'abord entrer en profondeur pour réduire les trains de vie des institutions et dégager les gaps pouvant soutenir le reste de l'administration. Parce que vous allez vous rendre compte que le personnel politique sont moins nombreux que le personnel technique ou l'administratif. L'État, avec tout son personnel, ils avoisinent pratiquement 2 millions. Mais les politiques sont de moins de 3 000. Alors comment eux peuvent avoir l'essentiel des revenus alors que les autres n'ont rien? Mais quand les députés se réunissent, ils sont élus par le peuple et ils doivent travailler pour le peuple. Non. Mais quand ils reçoivent leur salaire à la fin du mois, ils sont au courant, ils regardent le média, ils circulent, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ces pays. Pourquoi ils ne fournissent pas l'effort de changer? Justement parce qu'il y a un problème de leadership, il y a un problème de vision, il y a un problème de programmation. Madame, lorsque vous dites qu'ils sont élus, là vous êtes dans une approche normative. Nous sommes un pays atypique. Il y a des gens qui ne sont pas élus là-bas. Il y a des gens qui ont été cooptés. Il y a des créatures de Kabila là-bas. Ils ont été kabilocratiquement élus. Vous ne pouvez pas réfléchir en homme ou en femme normal sur des faits qui sont anormaux. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes un pays atypique. Vous, vous êtes dans la norme. Vous êtes dans un monde normal. C'est-à-dire que vous... Non, mais c'est anormal. C'est une institution atypique où le norme parle de l'élection comme seul mode d'évolution, alors qu'en réalité, il y a des gens qui ont été cooptés. Nous avons assisté à un spectacle désolant de la Cour constitutionnelle qui a validé, qui a invalidé, qui a révalidé, alors que la Constitution n'en parle pas. Voyez-vous, si vous allez dans leurs archives, vous serez surpris de voir qu'il y a plus de 500 personnes qui sont prises en charge comme des députés. Alors que la loi parle de 500 personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des gens qui ont été invalidés, mais qui ont été validés politiquement? Ce n'est pas normal, madame.
Moi, j'aime un grand doctrinaire en sociologie, Guy Rocher, qui dit, lorsque vous êtes en face d'un fait social, il faut les disséquer en deux pour faciliter l'analyse. Vous prenez d'une part les éléments structurels, tels que vous les décrivez là, et les éléments culturels. Le Parlement ou l'Assemblée nationale a comme socle, en termes de système de valeurs, la probité morale. Moi, j'ai vu, lors d'une plénière, un député dire que l'argent a circulé, qu'on a corrompu les députés pour faire partie un ministre de l'État. On nous a dit que c'était un groupe de Libanais qui ont donné l'argent à ces fameux députés pour faire partie un ministre de la République. Ce qui veut dire que si vous prenez les faits, vous les affrontez, le confrontez au référentiel, vous allez vous rendre compte que c'est un pays de fous. Ce n'est pas normal, madame. Nous pensons que les députés doivent être au service du peuple. Pourquoi nous le disons? C'est justement parce que si vous prenez la configuration de l'État, les députés viennent de la base, devraient venir de la base. C'est-à-dire que ce sont des représentants du peuple. Et devant cette réalité, ils devaient plutôt être au service du peuple. Eux se servent du peuple pour s'engraisser. Voyez-vous, il suffit seulement de voir leur physionomie avant, pendant et peut-être après. Ce n'est pas normal, madame. Il faut que nous procédions par une répartition équitable. Je ne travaille pas pour le compte de l'État, je n'ai pas droit au chapitre. Mais ceux qui y travaillent ont droit à la vie. Ce n'est pas normal. Lorsque nous voyons les enseignants, essayez de comparer le travail que fait un enseignant comparativement à ces fameux députés. Le rendement de l'enseignant impacte sensiblement et de manière substantielle la vie. Alors qu'il y a ces députés-là qui ne valent rien. Aucune réforme, aucune loi, aucun contrôle parlementaire. Et là, c'est justement parce qu'il y a une sorte de mercenariat qu'on veut nous imposer. Des gens qui ont été achetés au prix d'argent veulent maintenir le pays et ils considèrent qu'eux ont le droit d'avoir tout alors que d'autres manquent de tout. Et nous pensons que cela doit changer impérativement pour permettre à notre République d'espérer un lendemain meilleur. C'est possible. Presque tous les députés, personne n'arrive à expliquer. Je me rappelle, il y a même des vidéos qui ont circulé. À l'époque, on a posé la question à Madame Janine Mabunda. Pour connaître son salaire, c'était quasiment impossible. Il a même dit qu'elle devait protéger les autres, tout en étant députée. Voilà, une mauvaise posture. Elle voulait protéger les autres. C'est ce qu'a fait Denis Sanga et les autres députés. C'est-à-dire qu'ils fustigeaient en eux ces comportements alors que la société a besoin de connaître cette vérité. Voilà pourquoi je salue le courage de M. Martin Fayulu qui vient d'écrire l'abcès, qui a permis à la population d'avoir la vraie information. Madame, le salaire du président français est connu. Ce qui veut dire que le salaire n'est pas un secret, surtout que cela doit émarger dans le budget. Lorsque vous prenez les déclarations faites par M. Kamere lors du procès, fameux procès de logements sociaux, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui aurait initié les invisibles. Il a parlé de la multiplication des salaires. Voilà. Il a multiplié. Lorsque nous sommes revenus de Sun City, un député coûtait à la République 1 500 $. Aujourd'hui, un député coûte à la République 21 000. Mais en termes de production. Non, mais le social de qui? Non, je parlerai plutôt de la délinquance. Ce n'est pas normal. C'est lui qui a initié ça. Il a même dit. Non, mais il a initié. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit c'est un raisonnement biaisé. C'est une mafia qui s'est installée. L'argent appartient au peuple. Ce qui veut dire, avant de vous servir, il faut d'abord servir les maîtres. Ils n'ont pas de retard en termes d'émolument. Ils ont un montant insultant, injurieux par rapport aux réalités du terrain. Ceux qui travaillent à temps plein n'ont pas le moyen. Et moi, je considère que c'est quand même grave. Monsieur Félix Sekedi, lors de son interview accordée à Christian Lusakwe, votre consoeur de la RTNC, que j'apprécie bien que j'oublie souvent son nom, a dit que pour lui, c'était normal de rehausser le niveau de député parce que d'après lui, il prenait en charge le problème social de base de la population.
Ça, c'est une absurdité. On ne peut pas prendre l'argent de l'État, le distribuer à ce que vous appelez les parlementaires, pour que eux, à leur tour, puissent aller chercher ceux qui ont des problèmes pour les résoudre. Non, donner la possibilité à tous ceux qui travaillent pour le compte de l'État d'avoir le moyen de se prendre en charge. Parce que si vous allez donner aux députés, il y a le saut d'humeur. Et quel est ce député qui connaît tous les problèmes de sa circonscription? Laissez les gens travailler normalement. Vous savez, madame, si nous étions dans un monde normal, dans un pays sérieux, les gens qui devaient plutôt se sentir en sécurité sur le plan de la prise en charge de l'État, ça devait plutôt être l'administration publique. Parce que l'administration publique, c'est elle qui connaît le problème de l'État. C'est la colonne vertébrale de l'État. Les députés passeront. Les ministres passeront certainement. Le président de la République passera aussi. Mais ceux qui vont rester, ceux qui détiennent l'âme de l'État, c'est cette administration que d'aucuns semblent négliger. Si déjà nous pouvons donner à un secrétaire général un dixième du salaire du président, vous allez vous rendre compte que les gens vont plutôt préférer travailler dans l'administration qu'aller être président de la République. C'est justement parce qu'on a fait de ces inégalités le fertilisant. Voilà pourquoi il y a cette propension à aimer, à faire la politique. Tous les journalistes aujourd'hui sont devenus politiciens. Le cordonnier, tous ces gens-là qui ont raté la vie veulent faire la politique. Et pourtant, dans un pays sérieux, les gens courent plutôt vers les industries, vers les sociétés pour créer des richesses. Donc moi, je pense que c'était une aberration de la part de M. Félix Tshisekedi de nous amener dans cet élan. Et c'est lui qui est à la base de tout ce qu'il y a, et c'est lui qui en est le bénéficiaire. Parce qu'aujourd'hui, les députés, non seulement qu'ils ont des jeeps qui ne méritent pas, ils ont des émoluments qui ne méritent pas, et ce qui est grave, ils ont d'autres invisibles qui ne méritent pas. Ce qui veut dire que dans cette société, nous ne sommes pas preneurs, et voilà pourquoi nous préconisons la révolution, parce que les animateurs des institutions prennent en otage tout le peuple, et ce n'est pas normal. Nous tombons là dans les dispositions pertinentes de l'article 64 de la Constitution qui voudrait, c'est que lorsqu'on accède au pouvoir par la force, c'est le cas de M. Félix Tshisekedi et sa cohorte, et lorsqu'on l'exerce en violation de la Constitution qui est la volonté cristallisée de la population, le peuple a le pouvoir de le faire partie. Et c'est ce que nous prenons. Les émoluments, ils perçoivent à la fin de chaque mois. Mais d'où provient cet argent? Madame, le premier contribuable, c'est le peuple. Si vous allez au marché tel que Gambela et les autres marchés, l'État perçoit des taxes. Il y a des impôts qui sont payés. Il y a des redevances par rapport à l'exploitation. Non, mais faites la sommation. Faites la sommation, vous allez vous rendre compte que c'est la population qui soutient le fonctionnement des institutions. Au-delà de ça, nous avons nos minéraux, nous avons nos ressources qui sont exploitées en longueur de journée par les entreprises, fort malheureusement dans la plupart des cas, des entreprises étrangères. Ils payent des impôts et des taxes, ils contribuent dans l'assiette fiscale, dans l'assiette de l'État. Cet argent, en réalité, doit être réparti de manière équitable. Je ne parle pas de l'égalité, mais plutôt de l'équité. Il faut tenir compte... Quelle nuance vous faites entre les deux? Non, l'égalité, c'est-à-dire que 50-50. L'équité veut dire au prorata de ce que vous faites par rapport à votre prestation. M. Félix Tshisekedi peut être l'homme, le Congolais, le mieux payé. Bon, je ne sais pas si vous considérez ça. Je ne sais pas si vous considérez ça. Non, mais je peux aussi parler de coronavirus. Voilà, cela ne veut pas dire que j'aime coronavirus. Ça serait une bonne chose. Non, je ne peux pas. Je vous en prie. Oui. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi peut être l'homme le mieux payé au regard de la fonction, ma condition que la prestation suive aussi. Mais après lui, il faut réduire les écarts. Si lui peut avoir, par exemple, normalement, je considère qu'il mérite 40 000 $ le mois. Parce qu'il a d'autres subventions, d'autres dotations qui sont liées à sa vie. C'est nous qui achetons ses chaussettes, les chaussures, même des lacets. C'est nous qui prenons en charge les obsèques, les anniversaires, le mariage de membres de sa famille. C'est nous qui le prenons en charge. Le carburant, la sécurité. Il n'effectue pas des dépenses pendant qu'il est en fonction. Ce qui veut dire qu'on peut réduire même à 40 000 son salaire. Le Premier ministre doit avoir
3/5 de ce que le président a. Et on réduit le salaire de ministre. Et le secrétaire général doit avoir le 1/10. C'est-à-dire qu'il doit avoir comme base 4 000 $. En ce moment-là, on sait que pour augmenter les salaires du président, il faut d'abord augmenter les salaires du secrétaire général. Pour augmenter les salaires du secrétaire général, il faut d'abord augmenter les salaires du huissier. En ce moment-là, il y a une clé de répartition des ressources. Et chaque fois que vous voulez enregistrer une augmentation pour le président de la République, il faut commencer par la base. C'est ça l'équité. Donc, si on ne le fait pas, eh bien, là, nous sommes en face d'une délinquance qui ne dit pas son nom, une déviance également. On viole la loi morale et on veut tailler la loi de l'État par rapport à leurs ambitions. Madame, est-ce que vous savez que le 21 000 là, que ces fameux députés perçoivent, n'est pas illégal? Ils profitent de leur position pour créer les conditions d'avoir les 21 000. Si on vous dit le premier vice-président touche 200 000 $ le mois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Eliezer Tambwe qui l'a dit. 200 000 $ le mois. Essayez de vous imaginer 200 000 $ multiplié par 12. Ça vous fait 2 400 000. Quelle est sa production? Comment quelqu'un qui travaille pour le compte d'un État pauvre peut-il percevoir 2 400 000? Il fait quoi? Il ajoute quoi dans la nation? Quelle est la réforme qu'il a pu initier? Il produit quoi? Ce n'est pas lui la GECAMI. Encore l'AMIBA. Il fait quoi pour mériter 2 400 000? Et en même temps, il y a des agents de l'État qui ne sont pas payés. Il y a de ceux qui sont licenciés de manière abusive. Il y a de ceux qui sont sous-payés, que ce soit par l'État que par le privé. Moi, je vois des jeunes Congolais travailler et gagner 106 000 francs le mois. Alors que le seuil de pauvreté est fixé à 2 $. Alors, lorsque vous prenez ces salaires-là, vous les divisez en termes de jours. Ils consomment combien par jour? N'a-t-il pas droit à la vie? Pourquoi ne pas réduire les inégalités et permettre aux autres Congolais de vivre et même d'aller aussi investir? Pourquoi M. Félix Tshisekedi doit-il nous coûter près de 257 millions juste pour le fonctionnement et ajouter à cela 24 millions de dollars l'an pour la rémunération? Il fait quoi? Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Il faut être méchant pour vivre dans cette inégalité. Il faut être méchant. Et moi, je pense que la population doit s'en débarrasser. Parce que, c'est comme vous l'avez dit, bon, vous avez dit que je l'aimais beaucoup. Il mérite d'être aimé en tant que chrétien. Il est président de la République. Non, mais le président de la République ne m'exige pas de l'aimer. Il mérite d'être aimé parce que je suis chrétien en tant que chrétien, mais il mérite aussi l'anathème. Si nous étions dans d'autres pays, on allait les chasser comme un chien. C'est ça, au fait, le combat que nous devons mener. Il faut que nous disions à tous ceux qui assument de fonctions, au-delà de votre fonction, il y a le peuple. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour faire le forage. Ça vous demande dans les 500 à 750 $. Il y a des gens qui manquent de l'eau, mais vous vous permettez de prendre. Et ce qui est encore aberrant, ils prennent ce qu'ils gagnent. Ils le logent dans les banques étrangères. C'est criminel. Et donc, ne prenons pas la question seulement pour les députés, il faut le prendre de manière globale. Il faut prendre la présidence. On préfère parler sur les députés. Oui, parce qu'ils ont trahi leurs électeurs. C'est très capital. Entre guillemets électeurs, bien qu'ils n'ont pas été élus. Ce qui est plus capital, c'est les avantages que nous accordons à M. Félix Tshisekedi. Parce que même si vous prenez les émoluments d'un député, vous ne pouvez pas les comparer à ce que M. Félix Tshisekedi a une dotation. Nous parlons des députés nationaux. Non, mais moi je parle des finances publiques. Mais pourquoi ça dérange par rapport aux députés provinciaux? Bon, jusque-là, on ne sait pas aussi combien ils perçoivent. Non, 16 millions. Pourquoi personne ne s'est lamenté? Non, mais les gens se lamentent. La première personne à se lamenter, c'était Mike Moukebaye. Moi, je l'ai suivi. Il a trouvé que toucher 16 millions, je crois que c'était 16 millions, c'était quand même grave au regard des écarts que lui aussi a eu à fustiger par rapport à d'autres membres du cabinet ministériel qui sont impayés.
et qui toucherait 147 000 francs le mois. Ils n'ont jamais refusé de signer qu'ils ne vont pas prendre cet argent. Non, mais madame, c'est la loi qui fixe les salaires. La loi a fixé, la loi a imposé, la loi a dit, non, même s'il y a les invisibles, prenez. Non, mais la loi dit le salaire des députés est fixé dans la loi des finances et les assemblées s'organisent pour accompagner les députés en termes de primes. C'est cette loi-là qui crée l'inégalité. Ce n'est pas la... Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit ils profitent de leur position pour s'octroyer des avantages que les autres n'ont pas. C'est comme quelqu'un qui est, je prends l'exemple des parents fouettards, qui fixe les règles par rapport à leur saut d'humeur. Voyez-vous, il veut imposer aux enfants ce qui est bénéfique pour lui. Ce n'est pas normal. C'est comme chez moi, quand j'arrive, ça c'est ma vie privée, mais je l'ai dit, quand j'amène l'argent, tous ceux qui ont l'âge de décider prennent la décision ensemble avec moi. Je ne peux pas m'acheter une chemise dès lors que nous n'avons pas dégagé le budget par rapport à cet argent. Ça, c'est mon principe à moi. Et je pense que l'État doit faire la même chose. Ce n'est pas parce que vous allez chercher l'argent que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous le dites parce que vous êtes économiste. Non, mais c'est un problème d'éducation, madame. Je suis fils d'un commerçant. Voyez-vous, j'ai travaillé dans cette entreprise depuis mon bas âge. C'est-à-dire que je connais la valeur de l'argent. Il faut faire une répartition équitable. Moi, j'ai géré le bien de ma famille. Allez vous renseigner. De manière équitable. C'est pas mon travail, je ne veux pas me renseigner sur ça. Ah, voilà, il faut vous renseigner aussi sur la vie des politiciens. Nous sommes presque à la fin. Hein? Et mollement, les Congolais continuent de souffrir parce qu'ils ont fait confiance aux députés. 2023 bientôt. Ils doivent renouveler la confiance. Bon, je crois que là, ça relance plusieurs débats à la fois. Premièrement, il faut dire que le peuple n'est pas lié aux élections pour faire partie ceux qui sont là. Le peuple a un pouvoir supraconstitutionnel. Le peuple peut faire partie, peut dissoudre ses parlements. Le peuple peut déchirer la Constitution. Le peuple peut faire partie, M. Félix Tshisekedi. Et vous savez qui l'a dit? C'est la Constitution elle-même. Article 5 de la Constitution. Article 64 de la Constitution. Lorsque vous gérez mal les finances publiques, c'est-à-dire que vous violez la loi, la LOFIP, vous violez l'esprit de la Constitution et vous violez la confiance du peuple. Et donc, vous n'avez droit qu'aux anathèmes. Ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas droit au chapitre. Si vous considérez que la meilleure manière, c'est dans les élections, moi je demanderais, si je peux demander à la population, c'est de sanctionner tous ceux qui ont une portion de pouvoir, qui n'ont rien fait pour vous. En commençant par M. Félix Tshisekedi. Qui ne soit plus jamais élu dans ces pays, même s'il n'a jamais été en tant que président, qu'il ne soit plus jamais élu. C'est-à-dire que ne le considérez plus. C'est lui qui a créé les conditions. Il faut aussi sanctionner ce Premier ministre qui se permet de faire de finances publiques son argent de poche. Il ne faut plus jamais le considérer. Et vous prenez ces 500 et de poussière des députés, il faut tous les sanctionner, et même les sénateurs. Comme ça, ceux qui viendront après vont se dire, le peuple est mûr, si nous nous méconduisons, nous serons sanctionnés comme les autres. Tant qu'ils ne seront pas sanctionnés, ne soyez pas surpris que cela puisse revenir encore. Comment vous faites avec les BAT pour sensibiliser la population bientôt? C'est que, non, mais nous ne sensibilisons pas la population pour ces fameuses élections. Nous sensibilisons la population pour la révolution. La révolution. Avant comme pendant. Monsieur Alain, merci d'avoir répondu à la conversation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. On s'y fixe au rendez-vous pour le prochain. Au revoir.